ces matchs-là qu'on aime, qu'on veut jouer, ces matchs où il faut montrer de la personnalité. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans votre émission de référence au niveau de la Ligue des Champions. Plus que jamais, c'est le Champions Club qui est de retour, qui ne s'arrête jamais d'ailleurs dans cette nouvelle mouture de la Ligue des Champions sur le plateau du Champions Club, du beau monde, du très beau monde, même avec Jonathan Lange, fidèle à son poste. Salut Mathieu, bonjour à tous. Et puis Alexandre Teclac qui a la chance d'avoir David Stegen à ses côtés, un spécialiste du championnat italien, un spécialiste du championnat anglais, un amoureux du football finalement à vos côtés, Alex. Un spécialiste tout court. Ouais, c'est voilà. ça. Ouais. Spécialiste. Merci David. Un amoureux. Je vous-estime pas. Un amoureux, clairement, un historien aussi du foot. Ça sera l'occasion, David, avec toi, de parler davantage de l'Atalanta, parce que l'Atalanta, c'est l'adversaire de Bruges. Qu'est-ce qu'il faut déjà savoir historiquement sur l'ADA ? L'ADA a déjà le nom, Atalanta, qui est la déesse de la chasse. Déjà, ce mot est fantastique. Il y a très peu de clubs. On l'a pas vu venir, celle-là. Non, c'est vrai. On a perdu Alex au bout de 45 secondes. Ça Pourtant, en termes de mythologie, tu m'entendais à tout sauf la chasse, quoi. La chasse. En mythologie romaine, on est d'accord. Grecque, en mythologie grecque. Okay. Oui, en mythologie grecque, Mathieu. Enfin, c'est évident. Ça pourrait très bien être la mythologie romaine. Mais pas du tout. Enfin, c'est la mythologie. David, il est intéressé par la mythologie grecque, par la romaine. Il s'en fout de la mythologie romaine. C'est un des rares clubs qui n'a pas un adjectif Sporting, United, FC, etc. Et l'autre club, c'est Tottenham Hotspur, by the way. J'aimerais bien le stipuler. Non, Atalanta, un club modeste quand même, qui a remporté un titre en 1963. Mais le monde a changé pour Atalanta en 2016, quand Giampiero Gasperini est arrivé aux manettes du club. On en reparle dans un petit moment avec toi, David, parce que c'est vrai qu'il est important aussi de faire une toute petite piqûre de rappel, pour voir où on en est aussi au niveau des qualifiés. À l'heure actuelle, ces équipes-là ne joueront pas en février, mais bel et bien en mars. Liverpool, Barcelone, Arsenal, l'Inter, cher David Stegen, l'Atlético Madrid, cher Alex Teclac, le Bayer Leverkusen, Lille et Aston Villa. Il y a quand même une autre surprise, Jonathan, quand on voit les 8 clubs là, qui sont qualifiés. Ouais, c'est surtout surprenant de ne pas retrouver des équipes comme Manchester City ou le Real Madrid qui vont s'affronter. Et il n'en restera qu'un. D'ailleurs, c'est quand même assez fou de se dire ça. On n'a pas le PSG non plus. Ça fait partie quand même des favoris habituels à la Ligue des Champions. Et c'est vrai que de voir ne serait-ce que Lille ou Aston Villa qui sont novices à ce stade de l'épreuve, c'est quand même assez fou. Le programme de la semaine, il est alléchant. Il y a moins de matchs que la dernière fois, heureusement, parce qu'on avait pris d'Afalgan à la fin de la soirée. C'était particulièrement dense, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc mardi 18h35 déjà, à Stade Bressois, PSG, ça devient un classique. Ils jouent l'un contre l'autre tous les 15 jours. Désormais, je rappelle, la dernière confrontation, c'était 2-5 pour le Paris Saint-Germain. Mais oui, évidemment, City, Real, c'est attendu. Juve, PSV, Sporting du Portugal, Dortmund. Et puis, mercredi, on prendra l'antenne à 18h15, puisque Bruges joue plutôt face à l'Atalanta. Et puis, le Celtic face au Bayern de Vincent Kompany. Alex, tu seras du côté de Feyenoord pour Feyenoord AC Milan. N'oublie pas, AS Monaco, Benfica, l'AS Monaco qui a perdu face au PSG. Ça aussi sera un match à suivre. L'AC Milan qui va à Feyenoord. Oui, en plus avec la particularité d'avoir piqué un joueur, c'est incroyable. Le tirage a fait que ça serait avec comme ça. l'attaquant sud-américain, exactement. Et de pouvoir l'inscrire désormais. C'est le problème de toutes les recrues hivernales. Ça ne va pas, ça. Ce système, à mon avis, il va falloir le changer, mais bref. Moi, j'aimais bien, peut-être que je suis aussi dépassé par les événements, il suffit de me le dire, mais j'aimais bien quand on jouait une saison en Coupe d'Europe avec un club. Ça devient, je trouve, un peu trop facile aujourd'hui. Mais bon, si moi je suis un ancien, il ne faut pas demander pour d'autres sur le plateau. Avec tout ça, non, on a connu la préhistoire des championnats, 18 clubs. Oui, c'est ça. Que tout le monde comprenne. David, refais-lui un cours de mythologie grecque. Calme-le tout de suite, là. Je vais lâcher Atalanta, la déesse de la chasse. Bon, combien de Belges encore dans cette Ligue des Champions? C'est un quiz, la première question, elle est pour David Stegen. Sauf Bruges. Ouais, non, en plus des joueurs de Bruges. Villa 2, Celtic 1, 2, 3, pardon. Non, 2. Non, Engels. Il n'y a que Engels, pardon. Atletico. Donc au PSV, il y en avait 2. Atletico Vermeer. Witzel. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas le chiffre en tête, Jonathan. Il y en a combien au total? En 8e, on a déjà Leandro Trossard, Axel Witsel, Thomas Meunier et Mathias Fernandez Pardo, plus Youri Tielemans et Amadou Onana. Et en barrage, on aura cette semaine donc Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, Arne Engels, Samuel Bangula, Zeno de Bast, Thibaut Courtois, Julien Duranville, Johan Bakayoko, Charles de Ketelaar et on n'oublie pas Vincent Kompany.
Donc ça fait combien au total? Ça fait 15 plus 1, 16. Ouais, voilà. Encore voilà. une. C'est ça que je vous demandais, en fait. bien. Combien? 16. Bon championnat formateur. Voilà. Merci, Jonathan. Bon, il y a quand même un garçon sur lequel on va revenir, forcément. Il est de retour en Belgique cette semaine. C'est Charles de Ketelaar. Bon, on verra s'il sera là, parce que visiblement, il s'est un peu blessé au niveau du mollet, mais on avait envie... Légèrement, ouais. Donc il sera là, visiblement, D'après David. la Gazette a bien informé, Ouais. c'est le mollet. Prudence. Ouais, il va jouer, je pense. Il va jouer, allez, très bien. Ça sera donc pour mercredi, mais on va aussi prendre le temps de revenir sur cette Ligue des Champions exceptionnelle en termes de chiffres, de qualité, de tout ce que vous voulez en ce qui concerne Carlito, comme ça qu'on peut l'appeler, Carlito ou Carlo? C'est des cas. CDK, allez, CDK, on regarde ce que ça donne, parce que c'est vrai que ça a déménagé depuis le début de saison. No sweat, no glory. Il faisait des choses qu'il ne faisait pas l'année dernière. C'est le coach Gasperoni qui dit ça concrètement. Qu'est-ce qu'il fait cette année qu'il ne faisait pas l'année dernière, Alex? Il y a beaucoup de choses. Déjà, le lien entre Retegui et lui, ou parfois quand il joue avec deux attaquants, parce qu'il a une position un peu dans les poches comme ça, mais je pense qu'il a donné une interview à Last News, là, tu as dû la lire, vous avez dû la lire. C'était très intéressant parce qu'il expliquait aussi son rôle à Milan, qui était tout à fait différent, dans un contexte différent, mais il était plus milieu de terrain à Milan, qu'ici c'est vraiment un milieu offensif. Bon, comment est-il perçu justement en Italie? Il était considéré comme un transfert loupé lorsqu'il était à Milan, et aujourd'hui, c'est la révélation. Il a eu une pression phénoménale à 35 millions au Milan AC. Milan AC, c'est pas Atalanta. Atalanta, c'est le club où tu fais ton école, comme Caniggia à l'époque. C'est un très beau club formateur. Sauf que maintenant, il preste aussi. C'est vraiment des challengers au niveau du championnat. Ils gagnent une coupe UEFA, enfin l'Europa League l'année passée. Donc c'est un club qui commence à monter. D'ailleurs, s'ils sont champions cette année, ce qui est toujours possible, ce sera depuis 1970 le champion sera issu d'une petite ville, comme Cagliari en 70 et Vercelli en 21. Donc, c'est pas mal. 120 000 habitants, non, il faut le faire. L'historien a travaillé, quand même, les classiques, là, pas mal. Bon, mais tu parlais de Lookman, il est blessé, Lookman, pour mercredi. Lookman est blessé. Mais pour revenir à Charles de Ketelaar, donc il a été à l'italienne, on l'a tué, assassiné, on l'a prêté à Milan, à Atalanta l'a acheté. Il a fait son école dans l'ombre à Atalanta, et cette année, il explose. Enfin, l'année passée, déjà, il a explosé. Il a été impliqué dans 35 buts, soit de buteur, soit assist, en 2024. Donc sur toute l'année, pas la saison, sur toute l'année. Et il y a eu une superbe bannière récemment dans le stade, dans le Gewiss Stadium. C'était une ville allemande avant. CDK à un IQ football de plus de 200. Ouais. Donc si on sait que Mathieu a 150, c'est pas mal. Quand même. Mais, merci David, mais je le sens vraiment en super forme. Je ne sais pas si c'est l'effet Teclac ou l'effet de l'ADA. C'est le football italien qui lui donne des ailes à David Stegen. Bon, pourquoi CDK est-il taillé dans cette façon de faire de Gasperoni? Ça, c'est aussi une des questions qui revient régulièrement. On fait souvent aussi un parallèle avec la Belgique, où on se dit, tiens, est-ce que Rudy Garcia ne devra pas à un moment donné créer son équipe en fonction de lui? Voilà, ce sont déjà des questions que je vous pose, messieurs. En fait, il aurait été parfait sous Roberto Martinez, à jouer sous l'attaquant, à jouer sous Romelu Lukaku. C'était quasiment le même dispositif finalement que ce qu'il a à l'Atalanta. Pourquoi ça marche? Parce que il a trouvé avec Gasparini un coach auquel il répond à toutes les attentes. C'est quelqu'un d'hyper discipliné. C'est un peu toujours la caricature du bon élève avec Charles de Ketelaar. C'est son langage corporel, c'est sa tête de premier de classe. Mais en fait, comme Gasperini n'aime pas les stars, il aime bien avoir des joueurs malléables. Et forcément, ça a matché. Et ce que disait avant David par rapport à son passage à l'AC Milan est très vrai, dans le sens où à l'AC Milan, très vite, il a eu cette comparaison qu'il a traîné comme un boulet, c'était celle avec Kaka. Oui. Et là, on sent quand même que, je ne vais pas dire qu'il y a du caca en lui au niveau de son profil, parce qu'il a encore du chemin à faire, mais dans son registre, en tout cas, dans son profil, il peut s'en rapprocher doucement mais sûrement, dans un contexte qui lui va comme un gant, parce qu'il n'a pas non plus la pression délirante d'un grand club comme il pouvait l'avoir à Milan. Justement, tu as vu beaucoup de matchs de Charles de Ketelaar, que ce soit en Ligue des Champions ou en Serie A. On a entendu. Belgique. Oui, mais forcément, voilà, en Belgique, tout le monde les a vus, ces matchs-là. C'est vrai que quand tu pars dans un pays étranger, tout le monde ne les suit pas, mais je sais que c'est le cas pour toi, Alex, et aussi David, bien entendu. On a bien entendu tous les arguments de Jonathan, mais qu'est-ce qui fait que aussi en Ligue des Champions, il est capable d'avoir ce niveau-là? Moi, je pense que c'est le cadre. Pour moi, le cadre que Gasperini installe dans cette équipe, parce que si on prend l'exemple de Ketelaar, mais regarde tous les joueurs en fait qu'il a relancés. Pasalic, ils l'ont jeté comme un malpropre de Monaco.
ok, il n'est pas titulaire indiscutable, mais CDK n'est pas titulaire indiscutable non plus. Hein. Et il ne joue pas tous les matchs. Hein. Aussi, bon, il y a beaucoup de matchs, donc il y a une Il rotation. joue 75% des matchs. Voilà, donc c'est pas. Mais ce que je veux dire par là, Mais c'est que pour moi, 5 il lui matchs, fallait un cadre structuré. Je me permets quand même un petit chiffre. Je t'en Il a prie. terminé 5 matchs seulement depuis le début de la saison. Donc Ouais. il commence les matchs, mais il les termine pas. Ouais. Comme si finalement on Comme voulait tout le encore un monde. peu le préserver. Bah, Oui, comme mais- beaucoup. C'est le management, tout simplement, de Il est comme ça, Gasperini. oui. Mais il installe vraiment un cadre, je pense. Il en parlait, il dit, avec des consignes claires, et il sait ce qu'il doit faire sur le terrain, parce que de toute façon, le cadre de Gasperini, il change jamais. Et puis si ni t'en son sors, tu système. sors. Pardon. Et si t'en sors, tu sors. Voilà, c'est tout. Voilà, il fonctionne de cette manière-là. Si t'en sors, tu sors. hein. Mais Moins sec. non, mais c'est vrai qu'il a eu. Bon, On par rappelle les rapport à la- problèmes qu'il a eu avec Gomez, par exemple. Par rapport à l'Atalanta, on parle beaucoup de Charles de Ketelaere, c'est logique. Côté belge, bon, il y a un gars qui revient en super forme, c'est Retegui qui a marqué 4 buts. Retegui a un profil face à Vérone. tout à fait, enfin je dirais, surréaliste italien. Atypique. Donc, c'est un Argentin déjà, donc il parlait pas italien quand il est arrivé en Italie. Donc on l'a sélectionné en équipe nationale. Aucun Italien ne le connaissait. Il jouait à Boca Juniors. Enfin, il jouait à Seat Tigre. Il avait été prêté par Boca Juniors. Alors, à Tigre l'achète pour 8 millions et le vend le lendemain à 12 millions à Genoa, où il fait une terrible saison. Ancien club de Gasperini aussi. Et qui l'ont acheté, ils l'ont acheté pour 30 millions, je crois. Enfin, pour vraiment quasi le double. Et Retegui doit remplacer Chamaka, blessé. Et Retegui et De Ketelaere font un super duo, en fait. Ouais, ça promet pour mercredi. Il y a plutôt intérêt à être focus sur son boulot du côté de la défense de Bruges. Justement, quel Bruges... Excuse-moi, meilleur buteur du championnat avec 20 buts. Oui, tout à fait. Quel Bruges, justement, face à cette Atalanta-là. On sait que Bruges a déjà joué face à des équipes italiennes cette saison. Ça s'était pas bien passé à l'AC Milan. Ça s'était bien passé à la maison face à la Juve. Ouais, mais si on se focalise sur cette saison-ci, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a pas mal de liens qu'on peut faire entre la Belgique et l'Italie. Bon, l'Atalanta, c'est un cas particulier. C'est un match en aller-retour désormais. Justement, quelle attitude adopter pour Niki Hayen? L'Atalanta, de toute façon, je pense que Bruges va être l'outsider. Mais l'Atalanta, c'est vraiment une équipe très atypique dans sa manière de fonctionner. Tu sais, le man-man, les marquages individuels sur tout le terrain, la capacité à contre-presser très vite aussi, le côté clinique dans la finition, grâce à Retegui, mais beaucoup d'autres joueurs aussi apportent des bénéfices à l'équipe. Donc, c'est vraiment un match, je trouve, c'est une équipe qui est très difficile à jouer. Rappelle-toi de la finale. Pas là spécialement pour parler de ça, mais la finale face à Leverkusen, où tout le monde vantait les grands mérites, ils en ont pris 3. Ils ont pris un triplé de Lookman, ils n'ont pas touché un ballon. Pas touché un ballon. On s'en souvient bien. Je veux dire par là, donc, on est maintenant en février. Est-ce que Bruges, sur base de tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison, est-ce que Bruges est capable de franchir l'écueil de l'Atalanta? Honnêtement, je pense qu'on a tendance à minimiser que ce serait un vrai exploit. Parce que l'Atalanta, c'est clair que c'est pas, David le disait très bien, c'est pas un club de grande tradition en Italie. C'est pas l'AC Milan, c'est pas l'Inter, c'est pas Naples, c'est pas la Roma ou la Lazio. Il y a peut-être la tradition, mais il n'y a pas le grand nom aux yeux du grand public. Il y a une culture européenne qui est récente, mais effectivement, c'est une équipe qui est ultra compliquée à jouer, avec un football qui reste atypique, même si ça commence à faire tache d'huile. Donc ce serait un vrai exploit. Et tu parlais avant des matchs contre des Italiens cette saison. Il faut espérer qu'ils aient vraiment la solidité qu'ils ont affichée contre la Juventus Turin en ne concédant quasiment rien. Ouais, pour moi, ce sera très important leur début de match, évidemment, comme toujours, mais parce que c'est une équipe en plus très verticale. C'est pas une équipe qui joue à la baballe, hein. C'est pas une équipe de possession en tant que telle, mais c'est une équipe extrêmement verticale. C'est un test grandeur nature pour Hayen, un nouveau parce que c'est un style d'équipe qu'ils n'ont pas encore affronté, Mathieu. On verra ce que ça donnera. On rappelle que Bruges avait terminé 24e de cette fameuse phase de Ligue. On doit dégager du temps forcément aussi pour l'immanquable de la semaine. C'est évidemment ce match qui a lieu chaque saison désormais entre City et le Real Madrid. C'est de la 4e année consécutive que les deux équipes s'affrontent. L'immanquable. Chaque match a son histoire, mais il y a chaque fois des histoires de dingue. Et vous aviez la chance, Jonathan et Alex, d'être présents lors du fameux 4-3. C'était peut-être, et tout ça évidemment est toujours très subjectif, c'était l'un des plus beaux matchs des dernières années en Ligue des Champions. Je pense que j'ai rarement vu un si beau match. Honnêtement, c'était fou. Il y avait tout. Il y avait la dramaturgie. Il y avait des buts d'anthologie, avec notamment ce penalty de Karim Benzema qui nous sort une panenka à un moment où il est au sommet de son art, où il faut être très, très, très courageux.
Non, franchement, c'est des confrontations qui à chaque fois sont marquantes. Et en plus, on a la chance d'avoir des Belges dedans, donc quoi de mieux. Qu'est-ce qui explique justement que, au-delà des budgets, au-delà des stars qui sont sur le terrain, qu'est-ce qui explique que c'est toujours un moment important comme ça dans la saison et finalement, on peut parler aussi de tirage au sort qui donne parfois le sentiment d'être contrôlé. Chaque année, ces deux équipes jouent face à l'autre. Ces deux équipes mythiques, enfin surtout le Real pour moi, parce que pour moi, étant vieux, City pour moi c'est un nouveau club. Je suis d'accord. Un club qui joue à la PlayStation. Moi, j'aime pas ce football. Je conçois que c'est du beau football, que c'est techniquement. Attention, David Stegen, vous allez vous faire des ennemis. Hein, mais là. le Real, Mais il a raison, non mais le vrai football, c'est quand tu es en dessous et que tu peux faire basculer un match. Et le Real est ce type de club-là. Bon, à l'italienne justement. un peu, tu vois. Justement, est-ce que cette Cynique. saison-ci, sur base de tout ce qu'on entend, est-ce qu'on est dans les mêmes cas de figure que les saisons précédentes? Parce que oui, on a connu une saison de dingue là pour City qui est à côté de ses pompes, qui est encore passé par le chat de l'aiguille le week-end dernier. Est-ce qu'on aura encore un niveau très élevé dans ces deux matchs? Ça, c'est la question que je me pose. Mais c'est vrai que c'est un peu le choc des deux mondes entre d'un côté un club qui a gagné la Ligue des Champions 15 fois et un autre qui a vraiment investi limite 15 milliards pour la gagner une seule fois. Et c'est aussi la première année où ils se rencontrent, où ils font pas partie des top favoris pour aller au bout. Et je trouve que là-dessus, c'est vraiment une dynamique qui est différente parce que c'est deux équipes qui ont vécu quand même des moments compliqués cette saison. Là, le Real est porté par une dynamique plus favorable que Manchester City. Et c'est pas un hasard non plus si on les retrouve à se jouer en barrage. Ça veut aussi dire beaucoup de choses de leur saison jusqu'à maintenant. Bon, avantage à qui là, si on doit donner une petite tendance entre City et le Real, David? Ouais. Le Real. Parce que ça reste le Real. Parce qu'ils sont plus cyniques, ils sont habitués à la gagne aussi. Et je trouve City, je suis le foot anglais beaucoup plus que la Ligue. Mais City est vraiment fébrile cette année. Même s'ils ont des terribles joueurs, mais hyper fébriles. Ils ont rééquilibré ici avec des nouveaux joueurs, City. Ils ont eu le luxe de pouvoir le faire. Fameux mercato, Ouais, 218 millions d'euros. Vous entendez bien, 218 millions d'euros investis durant un mercato hivernal. Donc pour répondre à ta question, Fou. il faut aussi mettre ça dans la balance. Mais il y a un avantage incontestable également, c'est que le Real reçoit au retour. Et c'est pas rien. Oui. Dans un match comme ça, c'est pas rien. Pour moi, ils sont capables d'aller bloquer Surtout là-bas. quand on connaît l'histoire européenne du Real à Bernabeu. Non, pour moi, ça, c'est un avantage. Donc avantage incontestable. pour le Real. Un petit peu. Très bien, donc avantage pour Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui va affronter une nouvelle fois Kevin De Bruyne. C'est l'acte 12 de cette confrontation. Ouais, je sais pas s'ils passeront leurs vacances ensemble, mais ils se voient beaucoup sur le terrain. Et c'est vrai que... Non, à leurs actes manqués. Ouais, Non. mais depuis City Real, c'est le 4e affrontement et c'est vrai qu'on l'a vu dans le beau montage de David. City a gagné 2 fois, donc c'est souvent vraiment l'avantage à City au départ, mais Courtois aussi à chaque fois fait ses matchs et ça reste un rendez-vous hautement particulier pour les deux, aussi au cœur d'une saison qui reste particulière pour les deux. C'est peut-être son dernier grand match face au Real aussi, Kevin De Bruyne. Hein. Honnêtement, je pense. Ouais, donc c'est quand même dans les têtes. Dans la tête, en tout cas, du champion, ça doit jouer. C'est l'occasion de se montrer une dernière fois devant la planète entière. Je crois qu'il s'en fait vraiment, lui, avec ça. Moi, je pense pas je pense qu'il est toujours ambitieux par définition. Donc, que ce soit la dernière ou la première saison, je crois que Kevin De Bruyne, à Genk, il était déjà comme ça aussi. Ça ne changera rien. Je veux dire, il va vouloir prester, se montrer comme d'habitude, je pense. C'est le joueur le plus anciennement au club depuis Kyle Walker est parti, mais on sent quand même que doucement mais sûrement, il glisse un peu vers le banc. Oui, ça sur la fin, clairement, Ouais, David. il est en fin de Ce sont cycle. les derniers mois pour Kevin De Bruyne à City. Je pense, oui. Je le pense, mais on ne sait jamais. Ouais. C'est une équipe qui lui réussit quand même, 4 buts et 4 passes décisives, Kevin De Bruyne face au... Bon, justement, David, qu'est-ce qu'il faut retenir de KDB cette saison au-delà de tout ce qui a déjà été dit? Je sais qu'en tant qu'amateur de jeu, en tant que tel, j'imagine que ce qui s'est passé ce week-end, notamment, on se dit, dans les moments délicats, il est toujours là. Voilà, mais c'est exactement ça. Je pense que Kevin De Bruyne, s'il est fit, il fait toujours la différence, quel que soit le niveau du match, enfin, quel que soit le match, le championnat. C'est un joueur décisif comme on en a rarement eu en Belgique. Bon, en face, il y a le Real. Alex, tu as commenté le match face à l'Atlético. Je me demande bien comment ça s'est passé parce que j'ai pas eu l'occasion de tout suivre. On a quand même un gars qui commente le match, J'étais hyper le professionnel. Classico, en tout cas de Madrid, le derby madrilène avec son écharpe de l'Atlético sur les épaules. Plus que ça, même, je ne l'ai pas dit aux téléspectateurs. Très professionnel. J'ai même été félicité par des Madrilènes, des madridistes. Bon. Bref. Donc, que retenir de ce match, justement?
En fait, je le disais à Jonathan, j'ai jamais vu l'Atlético aussi à l'aise en première mi-temps au Real dans un derby. Mais on parle du Real, hein, donc on est bien Oui, d'accord. mais je vous dis par là que le Real n'a pas été capable, ils avaient peur sur la première mi-temps. Alors Vinicius, il n'est pas là pour le moment. Il a eu un bon quart d'heure en seconde période où Ancelotti a remis les choses en place au niveau tactique. Ça a suffi pour qu'ils égalisent. Malgré tout, ce que j'ai ressenti, pour te parler du Real, c'est que à tout moment, en fait, même s'ils sont pas bons dans les matchs, tu sens que la moindre floche, la moindre bêtise que l'Atlético aurait pu commettre, ils allaient encaisser. Et ils ont tapé la latte aussi pendant leur moment fort. Donc, tu peux rien faire. C'est une équipe qui reste toujours imprévisible et illisible de par sa nature. Bon, Voilà. un petit mot sur les absents aussi, parce qu'on sait que Rudiger s'était blessé. Bah, va falloir bricoler parce qu'ils ont encore perdu Lucas Vazquez qui n'est déjà pas un latéral Ouais. droit de métier, donc ça reste compliqué. Eder Militao et Carvajal, saison terminée, donc on va se retrouver sans doute avec une défense centrale avec Tchouaméni et Asensio. Très bon, hein. Très très bon. Très bon. Ferland Mendy qui joue à gauche. C'est lui, Garcia hein, qui... Ouais. mais il était très Fran bon aussi. Garcia. hein. c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que souvent on dit que pour aller loin, il faut une très bonne défense. Ouais. Ça prouve bien que Thibaut Courtois va encore devoir faire des miracles sur cette double Ouais. On peut confrontation. compter sur lui. On en reparle dans un bref instant de Thibaut Courtois. Il y a une petite question. Il y en avait beaucoup, des questions sur les réseaux sociaux. On en a choisi une pour toi, Alex, sur le compte Instagram de Pix Sport. Penses-tu que Pep peut prendre la porte en cas d'élimination de City? Et c'est Non. Lucas qui pose cette Non, question. Non, mais ça, c'est eux, ces entraîneurs-là, ils ont gagné le droit de décider quand ils partent, comme Klopp l'a eu à Liverpool. Même si ça s'était mal terminé pour Klopp, jamais on a trop de respect pour ce type d'entraîneur. Il a tout fait à City, David. Oui, Jonathan. tout à fait. Il a tout fait, il a tout construit, il a écrit l'histoire jeune, C'est récente vrai. de City. Donc pour moi, non, c'est Donc pas... c'est lui qui décidera. Bah oui, il Et décidera. c'est pour quand? On Peut-être rappelle quand qu'il a prolongé tout de Non, même. mais peut-être que s'il a une opportunité de diriger l'Espagne, Ok. peut-être. Moi, À je trouve que c'est... C'est le type de personnalités qui sont tellement indépendants que c'est eux qui vont décider Oui. de ce qu'ils vont faire. Ouais. Et s'il peut avoir l'Espagne comme fin de carrière, Problème, je pense qu'il le fera. David, je pense que quand tu as eu le Graal au niveau structurel et infrastructurel, et en plus une complicité avec le directeur sportif très direct, qu'est-ce que tu veux trouver de mieux comme projet? C'est difficile quand même. hein. Regarde Klopp, ouais, maintenant il dirige l'académie, enfin le Red Bull. Mais c'est difficile d'aller retrouver Ouais, un c'est ça, club, ben, surtout quand tu es identifié tellement à un club. Il faut aussi savoir que City est en pleine réformation, restauration. Le directeur technique est parti. C'est le directeur technique du Sporting de Lisbonne qui a rejoint City. Donc il y a des nouvelles équipes qui s'installent là petit à petit. Donc on verra ce qu'il en est de Pep en fin de saison. Très bien, merci. Et vivement mardi soir, et vivement la semaine prochaine aussi. Et on saura qui sera qualifié entre ces deux équipes. Donc pour les huitièmes de finale, il y aura d'office un déçu. Il y aura des déçus aussi, probablement, dans la future sélection d'un certain Rudy Garcia. Bon, on a encore un peu le temps, c'est pour le mois de mars. Noir, jaune, rouge. Rudy Garcia, justement, on a eu la chance du côté de Pixport de s'entretenir avec Rudy Garcia. C'était la semaine dernière du côté de Tubi. C'est une semaine Rudy Garcia sur nos antennes, figurez-vous, puisque dans le cadre du multilive, on vous proposera un reportage et puis la version longue mercredi aussi sur nos antennes. Justement, je vous propose de l'écouter, Rudy Garcia. On a parlé de Thibaut Courtois, on a parlé de Kevin De Bruyne, mais donc il y a quand même un point commun entre ces deux-là, c'est On a une plusieurs. grosse personnalité, notamment. Il y a une grosse personnalité, et écoutez, la question que je voulais poser, elle visait évidemment ces hommes-là. Par rapport aux égos, les égos, ils font partie de tous les secteurs d'activité, hein, c'est peut-être le Exactement, cas. même dans le vôtre. Tout à fait, plus que jamais. Je pense que vous n'êtes pas tombé sur le plus difficile C'est bien, à gérer. vous non plus, donc tout va bien. Tout ça pour vous dire que, forcément, il y a des égos à gérer avec votre expérience, avec votre expertise. C'est quoi la formule, justement, pour gérer l'ego de Moi, tout j'ai le toujours monde? pensé que les plus grands joueurs étaient les plus simples à manager. Et j'en ai eu quelques-uns. Je ne parle pas de Cristiano Ronaldo ou d'Eden Hazard ou de Francesco Totti, mais j'en ai eu d'autres. Et franchement, tous ces joueurs-là, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont assez faciles à driver. Il faut être franc, honnête avec eux, leur dire ce qu'on pense, parce que ça ne seur à rien de ne leur dire que du positif et de les brosser dans le sens du poil. Je pense qu'il y a trop de gens qui le font déjà, ces joueurs-là. Donc ils ont besoin d'entendre ce que pense leur sélectionneur. Un bon manager, c'est un manager qui écoute. Donc on va les écouter. À la fin, c'est moi qui décide et personne d'autre. Ça ne changera pas. Donc voilà, il est assez clair dans sa communication. Ça, il n'y a pas de doute. On sait que c'est un brillant communicant, Rudy Garcia. Jonathan, tu le connais depuis de nombreuses années. Maintenant, entre la théorie et la pratique, il n'y a qu'un pas. Et il faudra gérer donc, non pas
un ego très développé. Il a sorti des grands noms et grand respect évidemment pour tout ce qu'il a fait avec tous ces garçons-là. Maintenant, il y a plusieurs égos et qui doivent vivre ensemble quelques jours par an aussi. Et il faut pouvoir rentabiliser tout ce qui est à rentabiliser dans un effectif pendant quelques jours. Mais la clé, elle sera là. Combien de temps il va mettre pour faire passer son message et bien gérer les égos. Et en fait, le plus important, finalement, c'est pas ce qui va se passer en mars sur le rassemblement pour aller jouer ce barrage contre l'Ukraine. C'est tous les voyages qu'il va faire avant et comment il va discuter avec De Bruyne, avec Courtois et je rajoute Romelu Lukaku aussi dans l'équation. Dans cette interview, il dit aussi, écoutez, pour moi, c'est pas nécessaire d'aller voir Romelu Lukaku sur place. Je sais comment il joue. C'est pas nécessaire d'aller voir Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. Je les connais par cœur. Donc c'est pas sa priorité. J'imagine qu'il va s'entretenir ou qu'il s'est déjà entretenu évidemment avec eux. Voilà, je vous fais encore un petit teaser de ce qui va être proposé tout au long de la semaine. Ta réaction par rapport à cela, Alex? La cause est entendue pour ces 3 joueurs-là. Je veux dire, la question se pose pas pour Courtois non plus, quoi. Voilà. Après, quand il dit qu'il écoute les joueurs, il les a surtout consultés aussi. Le poste d'entraîneur de gardien, il a quand même fait le nécessaire pour pas créer de... Guy Martens, voilà. qui a formé Thibaut Courtois à Genk. Oui, surtout c'est en rapport aussi avec la mauvaise expérience que Castells vient de vivre récemment suite à son transfert lucratif, qui a été critiqué. Je crois que c'est Lamens qui l'avait critiqué. Donc, il a quand même consulté, il a quand même fait ce qu'il fallait. Avec Manhart, je pense. Donc je pense, moi pour vous donner mon avis, très brièvement sur Garcia, ça marche très bien les premiers temps. Rappelle-toi du record historique de la Rome, 7 matchs gagnés d'affilée, demi-finale avec Lyon quatrième en fin de saison, Europa League finale avec Marseille. Et puis après, tout s'écroule. Et c'est ce que j'entends de mes amis français. Ils me disent tous la même chose, les suiveurs français. C'est un entraîneur, ça marche bien au début, et puis ça va plus. Et ça s'explique comment, ça? Est-ce que il faut aller au bout du raisonnement. C'est pas un problème pour moi. Il est là que jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Il a signé jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Donc si ça fonctionne pendant un an et demi... Quoi, 5, 6, 7 en fait, par an peut-être que pour une sélection, c'est entre guillemets peut-être plus adapté. Mais au moment où... Bon, je repose ma question. Pourquoi ça marche pas plus longtemps non, parce qu'il il est conflictuel. Il a vraiment des problèmes avec... Donc gérer les égos, c'est pas aussi évident qu'il va le prétendre. Va demander à Payet comment ça s'est passé à Marseille, comment ça s'est passé avec Juninho aussi à Lyon. Il a été en conflit ouvert avec lui, avec le président également. De Laurentiis, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple à Naples parce lui est par nature conflictuel avec tous ses coachs. Mais il a eu des problèmes de gestion dans le vestiaire. Donc voilà, on verra pour une équipe nationale, il est peut-être moins exposé à ça. Bon, on a dit toujours pondéré du sage de l'équipe David Stegen par rapport à Rudy Garcia. Écoutez, moi, je vois le palmarès des clubs, c'est fantastique, donc c'est déjà une bonne base. On ne prend pas un inconnu, on ne prend pas quelqu'un d'inexpérimenté, parce que c'est un peu... Je trouve la faiblesse de l'ancien coach. C'était quelqu'un avec une expérience quand même assez limitée au niveau des clubs. Donc ça, j'applaudis beaucoup. Et j'applaudis aussi que c'est un chef, c'est un patron. Et dans ce pays où tout le monde a une opinion et où il y a 2 cultures différentes, il faut quelqu'un au-dessus qui dit celui-là et pas celui-là, qui prenne des décisions. Aussi simple que ça, et sans trop s'attarder aux critiques. Ouais, au-delà de Bruges, combien de Belges encore dans cette Ligue des Champions? Je repose la question pour voir si vous avez écouté Jonathan Lang. 16, exactement. Bon, quel Belge ira le plus loin dans cette Ligue des Champions? Je sais qui c'est. Il n'y en a pas à l'Inter. Axel Witsel, c'est ça. Évidemment. Il n'y en a pas à l'Inter, oui, on a bien compris. Attention à Aston Villa. Attention. Ok, on verra, mais ça c'est une des questions qu'on se pose assez logiquement, parce qu'on aime toujours avoir un Belge en finale. Justement, à propos de Belge, il y a quand même aussi Zeno de Bast qui joue face à Dortmund dans le cadre de cette double confrontation. Zeno de Bast qui était sur le banc face à Porto, un but partout ce week-end, mais le Sporting est toujours leader. Oui, tout à fait. Et Zeno a connu une bonne saison jusqu'à présent, dans le sens où il a été déjà engagé par Amorim, qui a quitté le Sporting de Lisbonne pour Man United. Un nouveau coach, le coach des U21 est venu, ne croyait pas en lui, il n'a pas joué beaucoup. Joe Pereira. Oui, j'ai oublié son nom. Je crois que je l'ai refoulé. Oui, bravo Mathieu pour la prononciation. Oui, écoutez, on s'entraîne. Et donc maintenant, c'est Rui. À la Rodrigo Benkens. Oui, bon, ça, à mon avis, j'ai pas quand même le même... Sois pas modeste. Non, je pense pas. Je pense que non. Il n'y a qu'un seul Rodrigo. Et on le salue d'ailleurs, fidèle suiveur du Champions Club. On n'en doute pas. Bon. Puis ils ont engagé le coach Guimaraes. Rui Borges. Voilà, tout à fait. Qui parle bien portugais, lui, quand même. Rui Borges. Et qui est en train de le réconvertir en milieu défensif.
Parce que... Donc milieu défensif, Oui. donc ça veut dire qu'il joue à la position qui lui peut-être pas Ouais. tellement, parce qu'à la base Non, c'est un numéro et 10, voilà, il a été formé Mais le comme tel à directeur Anderlecht. technique est formel. Mhm. Il dit, on a pris Zeno de Bast pour sa relance impeccable. Et c'est le but à long terme. Mais maintenant, dans le contexte actuel, il joue surtout en milieu défensif. Est-ce que ça lui plaît? Je pense je pense qu'il préfère jouer derrière, mais c'est des joueurs formés au Sporting. Ils sont ça me loyaux et plaît. fidèles. David, Moi ça me aussi, plaît de le voir là. un peu de polyvalence ne fait tort à me dérange personne. pas. Bon, on suivra ça évidemment dans le cadre du multilive et je pense que le Sporting a clairement aussi un rôle à jouer et doit se qualifier face à cette équipe de Dortmund qui ne va pas bien, 11e de la Bundesliga. Une petite histoire aussi concernant un garçon qui est passé par la Belgique et je serais curieux de voir si David le connaît. Tiens. La belle histoire. Justement, Jonathan, c'est le moment de poser cette question à David. Connaît-il Ibrahim Salah. Ibrahim Salah. Ouais, vous êtes prêts pour un grand voyage, messieurs? On y va. Alors je vois Alex, il est déjà tout bronzé. Moi j'ai les valises sous les yeux. Mathieu, t'as les billets d'avion. David, il a enregistré dans le bagage, j'en ai paré. On embarque Ibrahim Salah. Il porte le numéro 34 en hommage à Abdelhak Nouri. Salah, c'est un gamin de Saint-Josse qui vit avec sa famille de 7 dans un appartement où ils sont 4 dans une chambre. Et lui, il a commencé le foot au Stade Éverrois. Difficile de faire plus près de chez Proximus. Il a 8 ans. À 11 ans, direction Woluwe Zaventem. Puis il s'envole pour l'Union Saint-Gilloise de 13 à 15 ans, chaque fois en équipe B. Salah, ça, c'est un peu le petit joueur technique, mais vraiment petit, qu'Alex découpe tous les matins au petit déjeuner. À 16 ans, bam, pic de croissance. Et du coup, il part à Moucron, hommage à vous savez qui. Cette fois-ci, il se retrouve en élite, 1 an seulement. On a compris, il a un peu la bougeotte. Alors à 17 ans, on le retrouve au Berscott, chez les U18 ou en réserve. On lui dit alors, tu perceras pas, on va t'envoyer en prêt en Détroit. Et ça, il en veut vraiment pas. Alors il s'en va, il retourne jouer avec ses potes à Bruxelles, il court avec son frère. Bon, il n'a pas toujours très envie, surtout en hiver quand il fait froid. Il fait quand même ce petit footing entraînant des pieds, mais il y a des copains qui, dans le coin, font un 5-5. Et là, lui, il s'incruste. Et il y a un agent qui est là, qui regarde un de ses joueurs et qui tombe sous le charme. Vient faire un tournoi à Bristol. Bilan, 6 matchs, 4 buts et une passe décisive. Le début d'un tour d'Angleterre pour celui qui est tout juste majeur. 13 essais en 18 mois. Manchester United, Chelsea, Leicester, avec toujours ce rêve chevillé au corps d'être pro auquel il pense quand il passe ses nuits à Birmingham. Mais aussi cette affiliation non résiliée avec le Berscott qui voit Brentford ou Leicester les contacter pour le petit Salah en se disant qu'il y a peut-être un peu d'argent à récupérer. Alors du coup, Salah il finit par rentrer à Bruxelles. Il envoie son agent vaquer à d'autres occupations et là c'est son premier coach qui lui dit qu'il a un club pour lui. Où ? À Dubaï, le Shabab Al Ali. 2 semaines d'essai concluant, un contrat de 5 ans, mais son papa l'en dissuade. Si tu pars là-bas, tu reviendras pas. Alors Salah il revient avec cette offre sous le bras et il va voir Gand. Test en réserve, convention de 700 € pour 6 mois d'abord, avant enfin ce premier contrat pro le 27 décembre 2021, l'apprentissage à la dure avec un certain Emilio Ferreira, et il monte chez les pros à l'été 2022, pris sous son aile par Hein van Azenbroek. On a la blessure de Tissou Dali et la brèche, elle est là pour Salah. Janvier 2023, Rennes, des clubs anglais et allemands se positionnent, mais ils pensent à l'été, jusqu'à cette journée dingue du 30 janvier 2023. Salah, il est au cinéma. Son frère, il lui dit que ça va se faire à Rennes. Et là, on lui pardonne d'avoir utilisé son téléphone pendant la séance. Tout se fait en un claquement de doigts. 2 mois plus tard, première convocation en sélection avec le Maroc contre le Brésil, avant d'être prêté à Brest l'été dernier, le dernier jour du Mercato, et d'embarquer pour une folle aventure en Ligue des Champions, un nouveau voyage incroyable. Super, très belle histoire. Hein. Un Très, Bruxellois. je savais pas. C'est pour ça que je posais la question. Très, très bien. David, belle histoire d'un Bruxellois et je vois que ça t'a touché. Oui, oui. Beau voyage. Bon, il va jouer face au PSG. Hein. Ça sera quand même une autre histoire. On a 3 minutes de pur plaisir. Ça n'a été que du plaisir tout au long de cette émission, mais c'est le quiz qui arrive. Et donc, je vois déjà les visages déconfits de David Stegen et d'Alex Leclerc parce qu'il se dit, oulala, on va prendre une rameline, comme on dit à Bruxelles. Comme d'habitude. Voilà. Et donc, peut-être... Je pense que c'est quand même important de savoir où on en est au niveau du classement pour l'instant. Vous n'êtes pas si loin. Regardez, vous n'êtes qu'à 3 points, les consultants, donc 17 à 14 à l'heure actuelle. Je propose peut-être Dumter, comme ça ils peuvent revenir. Ça, c'est le summum de l'arrogance, hein, excusez-moi. Ouais, c'est vrai. Allez, Ibrahim Salah, il a préféré le Maroc au diable. Donc on va parler des meilleurs buteurs marocains de l'histoire en Champions League. Attends, s'il te plaît. D'abord, je situe, j'intègre Les les Marocains. meilleurs buteurs marocains de l'histoire en Champions League. Ok. Parfait. Allez. J'ai intégré. On joue au Scrabble. Mon nom de famille vous rapportera 29 points. C'est pas mal pour 6 lettres seulement. Moi aussi, je suis un binational parce que je suis né aux Pays-Bas et que j'ai fait les très beaux jours de l'Ajax, époque de Ligt, de Jong et Tadic. La suite, Chelsea, Ziyech. Sambrier. Bien joué. Ouais. Il est là.
Moi, Voilà, l'honneur est sauf, David. C'est le Scrabble ou Ouais, c'est le C'est Scrabble. bien fait. Ouais, bien. Moi, j'ai marqué des buts en Ligue des Champions, mais j'ai surtout gagné 2 Ligues Europa avec Séville. Mon 3e et dernier club espagnol après Malaga et Leganés. J'ai fait très mal au diable en 2022. Amrabat. Ouais. Et qui sait, peut-être J'aurais que dit je vais aussi. faire mal à Anderlecht aussi ce jeudi, puisque maintenant je m'amuse au Fenerbahçe. Attaquant passé par Séville. Ah ouais, très fort de la tête. Ouais. Ah oui. Elle- Les séries. N-Nessiri. Ouais, juste Passe bien. décisive, bien joué. Allez, moi pour le coup, je suis né en France et j'ai connu le grand frisson de la Ligue des Champions avec Bordeaux, avec Johan Gourcuff. J'ai promené ma crête ensuite à Arsenal. Chamac. Bien joué, Marwan Chamakh. Bravo. Ben voilà les gars, quand Tu vous sais voulez. pourquoi Tu sais pourquoi je me souviens de lui Gourcuff. Maillot. Gourcuff. Maillot de Bordeaux à l'époque et Gourcuff. Moi, j'étais fan de Gourcuff, effectivement. Le but Très de fort. Gourcuff contre le PSG. c'est Ouais, quelque tu chose. vois. Le seul du lot qui joue encore la Ligue des Champions cette saison. L'Espagne voulait me naturaliser, moi qui suis né à Madrid, mais j'ai refusé. Le Real Madrid m'a formé sans profiter de moi. J'ai explosé à Dortmund, à l'Inter. Hakimi. Et bien Hakimi, joué. ouais. Ah, Bien, je- ben Je- voilà. J'ai visité, mais je Qu'est-ce suis là. qui se passe là Tout va bien. Bah, je l'avais vite, celui-là. C'est le en Maroc, fait, c'est le étonnamment. Maroc qui Ouais, inspire Alex ouais, Teclac. sans ouais. doute. Ça m'inspire. Ouais, Allez, comme Alex Teclac, j'ai volé défenseur, mais le parallèle s'arrête là. Ma carrière a commencé au Wydad, puis à Nantes, une saison avant le Sporting et le Deportivo La Corogne surtout. J'ai terminé à Tottenham. Je suis le joueur le Naibet. Nourdine Naibet. Bravo, mais ça c'est historique ce qui vient de se passer. On n'a Ouais. jamais vu ça. Non. Je pense Tu que sais, c'est non, 4 ans mais pour parce que- les consultants. tu sais- Bravo. Très simple, à charge Thomas maintenant de garder le niveau. La pression. T'as la pression. Non, mais Naibet aussi, parce que en fait, c'est toute une époque où je trouve que les joueurs étaient très identifiés et Ouais. très identitaires. Ouais, ça Naibet, coûte, c'était le hein. Deportivo. Ouais, Forcément. vraiment, voilà. Bon, C'est juste les pour gars, ça. c'était très chouette. C'est Merci, passé très vite et Jonathan. c'est souvent bon signe. Dans ces cas-là, David Stegen, on se revoit très bientôt. J'espère bien. Bonne chance dans tous les domaines d'activité et super semaine de Ligue Merci, des Mathieu. Champions, bien sûr, à toutes et tous. Ça sera super. Rendez-vous 20h15 mardi, 18h15 mercredi. On croise les doigts aussi pour le club de Bruges face à l'Atalanta, face à la DA